Bonjour, donc on va commencer la série numéro 2 de l'électromagnétisme dans le vide. Et donc la série, elle est donnée comme suit. Donc l'exercice numéro 1, donc le circuit comporte un condensateur de capacité C en série avec une résistance R. Donc cette branche est en parallèle avec une branche comportant une bobine d'inductance L et de résistance R. On pose que taux est égal à RC est égal à L sur R. Donc taux au niveau de la branche qui contient la capacité et la résistance, et l'autre taux qui est la même égale à R sur R, c'est-à-dire la branche qui contient la bobine et la capacité. Donc l'ensemble, bien sûr, est alimenté par un générateur de force électromotrice E, comme l'indique le schéma de la figure numéro 1. La première question, on suppose que le condensateur est déchargé, on ferme l'interrupteur K. Donc la question, c'est déterminer les intensités I1 au niveau de la branche bobine résistance et I2 au niveau de la branche capacité résistance, et I qui égale bien sûr I1 plus I2 d'après la loi de Kirchhoff. Donc ensuite, on va passer à la question suivante, numéro 2. Donc le régime permanent est établi, on ouvre l'interrupteur K. Donc si on ouvre l'interrupteur K, donc normalement ici, c'est comme on a chargé le condensateur, et si on ouvre l'interrupteur K, il n'y a plus de courant qui passe, et donc le générateur ne donne plus de courant. Donc la première question montrait que U, c'est-à-dire la différence de potentiel au niveau du condensateur, est donnée par l'équation différentielle suivante. La dérivée seconde de la tension au niveau du condensateur, plus 2 sur taux, la première dérivée, bien sûr, de la même différence de potentiel au niveau du condensateur, plus 1 sur taux au carré, fois U de t est égal à 0. Ensuite, on va traiter la première question dans la partie 2, donc faire la résolution de cette équation différentielle en régime critique et trouver la loi d'évolution de la tension au niveau de la tension, bien sûr, au niveau de la différence de potentiel au niveau du condensateur. Donc maintenant, on va commencer la réponse de les premières questions. Donc voilà, donc je recommence. Donc le circuit ici est composé par un générateur, un interrupteur K, donc deux branches en parallèle. Le premier, donc voilà, donc R ici dans I2, donc il traverse bien sûr voilà, donc il contient le courant I2, et I1 qui traverse bien sûr la branche qui contient la bobine et la résistance. Donc d'après la loi des mailles, et donc là je considère les mailles générateur, résistance et bobine, donc on peut écrire que E est égal à R fois I1 de T plus L D de I1 sur D de T. Donc c'est-à-dire au niveau, voilà, c'est comme on a supprimé la branche qui contient la résistance et la capacité, et on a uniquement la résistance, plutôt le générateur, la résistance et la bobine, c'est-à-dire uniquement le courant I1. Donc bien sûr, donc la question c'est de trouver l'équation différentielle D de I1 sur D de T plus R de L sur L, et 1 de T est égal à E sur R. Bien sûr, avec la prise en compte de taux est égal à R sur L, et donc L sur R, on peut trouver facilement l'équation différentielle D de 1 de T plus I1 de T sur taux est égal à E sur L. Donc là, comme vous voyez, il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Donc pour résoudre cette équation, on va d'abord résoudre l'équation différentielle sans second membre, puis l'équation particulière, et enfin l'équation particulière avec bien sûr second membre, c'est le second membre ici c'est E sur L,
Et ensuite, on va essayer de trouver la solution totale. Donc la solution générale de l'équation sans second membre est donnée par l'équation ci-dessous là. Donc là, c'est comme on a pris la première équation, l'équation numéro 1, et on a donné uniquement que le second membre est nul. Donc la résolution de cette équation est donnée par I1 de t est égal à A, l'exponentielle moins t sur taux. Donc voilà, A est une constante d'intégration qu'on va la définir par les conditions initiales. Donc la solution particulière de l'équation avec second membre est donnée bien sûr par l'équation numéro 1. Et donc on sait qu'en régime permanent, la dérivée de I par rapport, la dérivée plutôt ici, la dérivée, donc là, c'est I1 normalement. Donc, d de I1 sur d de t égale à 0, ce qui donne directement que I sur taux est égal à E sur R, ce qui donne facilement que I1 de t est égal à E sur R. Donc là, j'ai trouvé la solution générale donc, de l'équation sans second membre, I1 de t, et j'ai trouvé la solution particulière I1 de t, égale à E, et donc la solution totale, c'est la somme des deux. Donc, des deux qui vont être écrites de la manière suivante. I1 de t est égal à E sur R plus A l'exponentielle moins t sur taux. La question maintenant, c'est de déterminer la constante d'intégration A. Donc, cette constante d'intégration est déterminée à partir des conditions initiales. Donc, on sait que à l'instant t est égal à 0, donc il n'y a pas de courant, et donc I de t, donc I à l'instant t est égal à 0, ce qui donne que E sur R est égal, plutôt A est égal à moins E sur R. Maintenant, une fois qu'on connaît A, on peut donner facilement l'expression du courant qui traverse la résistance et la bobine. Et donc I1 de t est égal à E sur R est égal à 1 moins l'exponentielle moins t sur taux. Donc, il reste maintenant à déterminer le courant qui traverse le condensateur et la bobine. Et donc, je vais revenir ici dans le circuit qui contient donc le circuit de la figure 1. Et donc là, on va se limiter ou bien on va s'intéresser uniquement au générateur, résistance et la capacité et bien sûr le courant qui traverse la branche, bien qui traverse R et C. Donc, on va considérer les mails E, R et C, d'accord? Donc, c'était mail. Et donc, la question, c'est de déterminer l'équation différentielle qui est bien sûr liée à I2. Et donc, nous avons E est égal à R fois I2 en fonction du temps plus la différence de potentiel au niveau du condensateur. Donc, or, I2 au niveau du condensateur est égal à C, la dérivée, ou bien la dérivée de la différence de potentiel au niveau du condensateur par rapport au temps. Et donc, on peut remplacer dans cette équation de E, donc égale R fois C, d de U sur d de T plus U. Vous voyez carrément, on a retrouvé, ou bien nous avons retrouvé une autre équation différentielle U de t sur d de t plus U sur taux égale à E sur taux. Donc là, il s'agit bien sûr d'une autre équation différentielle avec bien sûr second membre. Et donc là, la résolution se fait de la même manière que précédemment. Donc on va chercher l'équation, bien sûr, la solution générale de l'équation sans second membre et la solution particulière de l'équation avec second membre. Puis finalement, on va trouver la solution totale qui permet de calculer U de t en fonction des autres paramètres. Donc la solution générale de l'équation sans second membre est donnée par I de t sur d de t est égal à U sur taux. Et donc là, c'est une équation simple à résoudre.
Et donc sa solution est donnée par U de t est égal à A l'exponentielle moins t sur tau, avec A est une constante d'intégration qu'il faut déterminer bien sûr par les conditions initiales. La solution particulière de l'équation avec second membre, ici le second membre c'est E sur tau, et donc on sait très bien en régime permanent que d de I sur d de t égale à 0, ce qui donne que I sur tau est égal à E sur tau. On devrait simplifier par tau, donc on trouve facilement que U est égal à E. Donc la solution totale égale la solution générale de l'équation sans second membre plus la solution particulière de l'équation avec second membre. Et donc finalement on trouve que U de t est égal à E plus A l'exponentielle moins t sur tau. Donc il suffit maintenant, bien il reste à calculer l'équation, plutôt la constante d'intégration A. Donc on sait qu'à l'instant t égale à 0, le condensateur ne contient pas de charge. Et donc Q à l'instant t est égal à 0 est égal à 0. Et donc j'ai E, et donc A est égal à moins E. Donc on va les remplacer dans cette équation pour trouver finalement que U de t est égal à E, A moins l'exponentielle de moins t sur tau. Donc là, une fois qu'on connaît l'expression de la solution totale, qu'on va l'intégrer dans l'équation qui contient U2 pour finalement trouver l'expression du courant qui traverse la capacité et la résistance, ou bien la branche qui contient la capacité et la résistance. Donc là, I2 est égal à C de I sur D de T. Là, il faut dériver et le courant qui traverse la résistance donc là, j'ai trouvé le courant qui traverse la résistance et la bobine, et le courant I2 qui traverse la résistance et la capacité. Il suffit maintenant de trouver le courant I total. Donc I, d'après la loi de Kirchhoff, I1 est égal à I2 plus... Donc I est égal à I1 plus I2. Et donc on va remplacer chaque élément par son expression. Donc nous avons I2, et donc I est égal à E sur R, l'exponentielle moins t sur tau, plus E sur R, A moins l'exponentielle de moins t sur tau, est égal à E sur R. Donc le courant total, donc, il est donné dans l'équation numéro 5. Donc on va passer à la question suivante, la question numéro 2. Donc le régime permanent est établi, on ouvre l'interrupteur K, et donc la question c'est, on va déterminer la tension au niveau, ou bien la différence de potentiel au niveau du condensateur. Donc je vais revenir pour vous expliquer ça sur le schéma. Donc voilà, on ouvre l'interrupteur K, et si on ouvre l'interrupteur K, il n'y a pas de courant qui traverse bien sûr, qui traverse la résistance, la capacité et la résistance et la bobine. Et donc la question c'est déterminer la tension au niveau du condensateur. Donc là c'est dans la première étape nous avons chargé le condensateur, et donc on va faire carrément une charge donc du condensateur, et dans cette partie on va faire carrément la décharge du condensateur. C'est-à-dire, dans le premier cas, à l'instant t est égal à 0, le condensateur ne contient aucune charge, mais cette fois-ci, à l'instant t est égal à 0, le condensateur contient une charge initiale Q0. Donc, le circuit, ou bien le schéma qu'on va avoir cette fois-ci, est composé de deux résistances en série, une capacité et une bobine. Et bien sûr, on va supposer que l'ensemble est parcouru par un courant EA.
Et donc, si l'interrupteur K est ouvert, le condensateur C se décharge dans la résistance R2 et la bobine et le circuit, bien sûr, c'est comme indiqué ci-dessous là. Donc, la loi d'Email, vous voyez carrément, là j'ai carrément une Email qui est constituée de deux résistances, une capacité et une bobine. Donc, cette loi est donnée par l'équation suivante. Donc, on va avoir la différence de potentiel au niveau du condensateur plus 2 fois la résistance fois le courant I1 de T plus L D de I1 sur D de T égale à 0. Donc voilà, on sait que I1 est égal à C D de I sur D de T. Si je dérive cette équation, je vais avoir la première dérivée du courant par rapport au temps est égal à C fois la dérivée seconde de la tension au niveau du condensateur sur D de T au carré. Donc on va remplacer l'ensemble dans cette équation. Donc U plus 2R fois l'expression du courant I1 plus L fois la dérivée seconde de I1 égale à 0. Donc on va remplacer l'ensemble dans cette équation pour obtenir finalement une équation, donc l'équation numéro 6, une équation différentielle du second membre, la dérivée seconde de U de T plus 2 sur tau fois la première dérivée de U de T plus 1 sur tau au carré fois U de T est égal à 0. Donc l'équation, donc la solution de cette équation, bien sûr, se fait en 3 étapes. Étant donné que c'est une équation différentielle, donc la question c'est d'abord déterminer l'équation caractéristique de cette équation. On sait très bien, pour faire le passage de 6 à l'équation numéro 7, c'est simple, on va supposer que U de T est égal à l'exponentielle R de T. Si je dérive la première équation 2 fois, je vais avoir R au carré fois l'exponentielle de R de T plus 2 sur tau. Je dérive la première fois, donc je vais avoir R l'exponentielle T sur l'exponentielle de RT plus 1 sur tau au carré fois l'exponentielle de RT. Donc je vais factoriser à gauche et à droite, je vais factoriser par l'exponentielle R de T, et plutôt l'exponentielle R de T pour obtenir l'équation caractéristique comme indiqué dans la figure, comme indiqué dans l'équation numéro 7. Donc maintenant, il faut déterminer le discriminant. Delta, on sait bien sûr que delta peut avoir 3 valeurs, et donc on va voir comment résoudre delta. Donc delta d'une manière habituelle est égal à b au carré moins 4ac et, et donc b au carré c'est a, donc 2 sur tau égale à b et 1 sur tau au carré est égal à c. Et donc delta est égal à b au carré, c'est tau au carré, c'est tau sur, plutôt c'est 2 sur tau au carré, moins 4, AC, on sait que A est égal à 1, et donc égal à moins 4, 1 sur tau au carré. Donc la solution de cette équation est donnée en régime critique par I de t est égal à A de t plus B l'exponentielle moins t sur tau. Donc, détermination des constantes d'intégration A et B à partir des conditions initiales. Donc, on sait très bien, à l'instant t est égal à 0, on sait très bien, donc voilà, plutôt U de t est égal à A de t plus B l'exponentielle moins t sur tau. Je dérive la première équation, donc d de I sur d de t est égal à A l'exponentielle moins t sur tau moins 1 sur tau at plus b l'exponentielle moins t sur tau. Donc à l'instant t est égal à 0, qu'est-ce que nous avons?
nous avons I de t est égal à E et donc si je remplace, I de t est égal à 0, donc A fois 0 plus B fois 1 est égal à E. Automatiquement que B égale à E et la dérivée ici, à l'instant t est égal à 0, je dérive d de U, mais à l'instant t est égal à 0 sur d de t est égal à A moins 1 sur taux. Donc t égale à 0, donc A fois 0 égale à 0, plus B. Et donc j'aurai moins 1 sur taux fois B, et donc égal à moins IA de 0 sur C. Donc voilà, donc cela veut dire que le système maintenant est composé de deux équations avec deux inconnus. Donc B est égal à E et A est égal à moins 1 sur taux fois B égale à moins E sur RC. Et donc c'est aussi facile maintenant. On peut remplacer B par E dans le deuxième terme du système, bien dans l'équation numéro 2 du système, pour obtenir enfin que A est égal à moins E sur RC plus E sur RC. Automatiquement A est une constante, voilà, A égale à 0. Et donc l'équation, donc voilà l'équation totale égale à U de t est égal à E fois l'exponentielle moins t sur taux. Et donc voilà, il est donné par l'équation numéro 9. Allez-y. On passe maintenant à la question numéro 3. Le groupement R, L et C sont parallèles dans la figure 50, est alimenté par une source de tension de force électromotrice E de t est égal à EM cosinus oméga de t, donc EM c'est l'amplitude, parce qu'en fait il s'agit d'un régime sinusoïdal. Si on note I, le courant global, et IL, le courant circulant dans la bobine de la figure numéro plutôt 3, et non pas 2. Donc la question c'est calculer l'admittance équivalente des circuits pour déterminer le déphasage phi de IL par rapport à I en fonction de la résistance, la capacité et la bobine et la pulsation oméga. Ensuite, on va aussi répondre à la question numéro 4. Donc un générateur de tension délivre entre 6 bornes une tension sinusoïdale de fréquence F. Donc là, comme indiqué dans la figure numéro 3, 3A et 3B. Donc 3A est composé de deux résistances en série, une tension V, et là je suppose que la tension au niveau de la résistance R est donnée par U de T. Pour l'autre, je vais ajouter en série une bobine et une capacité par rapport à la figure 3B. Et bien sûr, je vais avoir carrément un circuit composé de L, R0, R, C et bien sûr la tension sinusoïdale V de T. On supposera que l'amplitude V0 est indépendante des circuits connectés aux bornes de ces générateurs, la figure numéro 3. Si on suppose que R est une résistance pure variable, la question numéro 4, 1, déterminer la puissance électrique moyenne PR dissipée dans la résistance. Ensuite, on va déterminer la valeur R max lorsque cette puissance, bien sûr, est maximale. La question numéro 5, on connecte entre A et B le réseau représenté de la figure 3 qui contient bien sûr la résistance R, la capacité R0 et la bobine. Voilà, dans lequel les éléments sont considérés comme purs aussi. Ça veut dire, quand j'ai des purs, ça veut dire que il n'y a pas de résistance interne. Ça veut dire qu'il y a la capacité, elle est pure, et la bobine, elle est pure. Il ne représente pas, ou bien il ne présente pas de résistance interne.
Donc, déterminer la puissance électrique moyenne PR dissipée dans la résistance R en fonction de R, L, C et la fréquence C. La dernière question dans cet exercice, c'est à quelles conditions la puissance dissipée dans la résistance R est maximale. Donc maintenant, on va passer à la solution. Donc maintenant, on va calculer, donc calculons l'admittance équivalente du circuit, puis déterminons le déphasage phi au niveau, donc voilà, de IL, c'est-à-dire le courant qui traverse la bobine par rapport à I, par rapport à l'ensemble à I, bien sûr, parce qu'en fait, I va se diviser en I qui traverse la résistance, en IL qui traverse la bobine, en IC qui traverse la capacité, en fonction bien sûr des éléments passifs R, L et C et la pulsation oméga. Donc c'est très simple, R et L et C sont parallèles et donc en notation complexe, l'admittance équivalente du groupement RLC en parallèle est donnée par Y bar équivalente est égale à l'admittance au niveau de la résistance, bien sûr qui égale à 1 sur R, plus l'admittance au niveau de la bobine qui égale à JL oméga, plus l'admittance au niveau de la capacité qui égale à moins I sur C oméga. Et donc, plutôt, voilà, parce qu'on voit I, c'est l'inverse. Et donc, je vais avoir 1 sur R plus 1 sur JL oméga plus JC oméga est égal à 1 sur R. Et donc, voilà, ici, là, ici, je vais essayer carrément de regrouper la partie réelle à côté et la partie imaginaire de l'autre côté pour finalement trouver la capacité équivalente égale à la partie réelle plus JL oméga sur plutôt. Et donc voilà, c'est carrément ce qui est indiqué dans l'équation numéro 10. Là, je signale, donc je répète ici que YR est égal à 1 sur R, YL, l'admittance au niveau de la bobine est égal à 1 sur JL oméga, c'est-à-dire que Z, L est égal à JL oméga, et YC est égal à C égal à JC oméga, c'est-à-dire que ZL est égal à 1 sur JC oméga. Donc en notation complexe, les relations courant-tension sont données par la formule suivante. Donc là, je vais avoir que IL, le courant complexe au niveau de la bobine, est égal à l'admittance au niveau de la bobine fois E complexe. Et donc, je remplace YL par 1 sur JL oméga fois E complexe, fois E bar. Pareil pour I est égal à Y équivalent fois E bar. Donc là, je peux calculer facilement IL est égal à Y de l'admittance au niveau de la bobine sur l'admittance équivalente fois le courant I. Et donc, finalement, on peut trouver facilement que IL est égal à 1 sur 1 moins LC oméga au carré plus JL oméga sur R fois le courant E bar. C'est là, c'est l'équation indiquée dans l'équation 11, ici. Donc, maintenant, on va calculer le déphasage. Pour calculer le déphasage, c'est très simple. Je devrais calculer l'argument de 1 sur 1 moins LC oméga au carré plus JL oméga sur R. Et donc, voilà, phi égale, voilà, je vais regrouper la partie réelle à côté, la partie imaginaire à côté. Et comme j'ai 1 sur, c'est pour cela, j'ai le signe moins ici. Donc, l'argument, voilà, d'une constante, c'est nul. Et l'argument de la partie réelle plus
la partie imaginaire. Donc finalement, le déphasage est donné par moins arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc la partie imaginaire, c'est JL oméga sur R, sur bien sûr la partie réelle, 1 moins L, c'est oméga au carré. Donc voilà, bien sûr, le résultat est donné dans l'équation numéro 12. Donc la question numéro 4, un générateur de tension délivre entre ses bornes une tension sinusoïdale de fréquence F. Donc voilà, on va traiter d'abord la figure numéro 4, A, et ensuite on passera à la figure 4B. Donc on suppose que l'amplitude V est indépendante des circuits connectés aux bornes de ce générateur, et si on suppose que R est une résistance pure, variable, donc la question c'est déterminant la puissance électrique moyenne PR dissipée dans la résistance de la figure 4. Mais là, on est limité à la figure 4B. Donc V de T est une tension sinusoïdale de fréquence F et d'amplitude V0. Et donc, il va être défini par V de T est égal à V0 cosinus oméga de T. Donc, c'est en régime sinusoïdal. Donc, V0 ici représente l'amplitude. Donc, d'après la loi d'Email, je vais revenir dans le circuit. Donc, V est égal à R plus R0 fois I de T. Ou bien, je peux remplacer I fois R par I de T. C'est pareil. Et donc, j'aurai I de T est égal à R plus R0 fois I de T. Cela veut dire que I de T est égal à V0, V de T plutôt, sur R plus R0, ce qui donne finalement que je vais remplacer V de T par V0 cosinus oméga de T pour obtenir, enfin, I de T est égal à I0 cosinus oméga de T. Et là, I0, ce n'est que l'amplitude de l'intensité. Donc au niveau de la résistance R, nous avons un diviseur de tension U est donné par, donc c'est-à-dire un diviseur de tension, donc voilà, I de T est égal à R sur R plus R0 fois V de T. C'est un diviseur de tension, c'est très simple, il est donné de la même chose. Donc I de T est égal à R sur R plus R0 fois V de T. Je vais remplacer V de T par son expression pour finalement trouver I de T est égal à R sur R0 plus R V0 cosinus oméga de T. Donc vous voyez carrément que la R sur R0 plus R fois V0 représente l'amplitude de la tension sinusoïdale I de T. Donc voilà comme indiqué dans l'équation numéro 14. La puissance électrique moyenne PR dissipée dans la résistance R est définie par, donc voilà, PR est égal, donc voilà, elle est définie sur une période, 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T, I de T, donc I de T fois D de T. Et donc je vais remplacer I de T par R sur R plus R0, V0 cosinus oméga de T, R plus R0, le tout au carré. Si je dérive par rapport à R, je peux trouver facilement V0 au carré sur 2, 1 sur R plus R0 le tout au carré, moins 2R sur R plus R0 le tout à la puissance 3 égale à 0. Donc cette quantité égale à 0 lorsque les éléments entre les crochets sont nuls. Et là, je devrais remplacer R par R max. Et donc, si je fais le calcul, je peux obtenir vers la fin que R max égale plus R0 égale à 2 R max, ce qui donne l'équation R max égale à R0, ce qui est indiqué bien sûr dans l'équation numéro 16. La question numéro 5, on connecte entre A et B le réseau représenté dans la figure 4B. Bien sûr, je vous rappelle que la figure 4B égale, voilà, est l'équivalent au premier circuit plus R et C en série, dans lequel ces éléments sont considérés comme purs. Bien sûr, je considère aussi la capacité, elle est pure,
et la bobine ou bien l'inductance, elle est pure aussi. Donc la question c'est, donc voilà, je vais revenir dans la figure ici, voilà, on parle de cette figure, donc R, R0, R et C, bien sûr qui sont en série. Et donc la question c'est, déterminons la puissance, donc voilà la détermination de la puissance électrique moyenne dissipée dans la résistance en fonction des éléments passifs. Non, c'est pas. Voilà, oui, c'est. Non, c'est encore. Hein, je dis ça encore. C'est pas ici. Oui, c'est ici. Déphasage. Voilà. Voilà. Détermination de l'amplitude est 0. C'est bon. On connecte entre A et B le réseau représenté dans la figure 4B, dans lequel les éléments sont considérés comme purs. Donc je vais revenir au circuit. Donc là, donc voilà le circuit qui contient V de T et les éléments passifs L, C et R plus R0. Donc la question maintenant, déterminons la puissance électrique moyenne PR dissipée dans la résistance R en fonction des éléments passifs R, L et C et la fréquence F. Donc en régime sinusoïdal, la tension V et le courant I sont donnés par. Donc c'est très bien, on connaît déjà l'expression. Donc voilà, voilà ce qui est indiqué bien sûr dans l'équation numéro 17. On va supposer, ou bien ça c'est déjà est donné, que en régime sinusoïdal, V de t est égal à V0 cosinus oméga de t, et on va supposer que I de t est égal à I0 cosinus oméga de t moins phi, qu'il est carrément en retard ou bien en avance de phase. Dans le cas ici, elle est carrément en retard de phase. Donc la détermination de l'amplitude I en fonction de R, L, C et la fréquence F, puis on va déterminer le déphasage, bien sûr, tout ça, on devrait le faire en notation complexe. Donc on va revenir au circuit, donc en notation complexe, donc je vais avoir l'expression de l'admittance complexe, l'expression de l'impédance en notation complexe, l'expression de la capacité en notation complexe, et R0 et R, étant donné qu'ils sont réels, mais je vais les considérer, ils vont rester aussi réels. Et donc j'aurai quoi? J'aurai V bar est égal à R plus R0, qui sont réels, plus J, la partie plus JL oméga, moins 1, moins J, moins 1, moins J sur C oméga, l'ensemble fois l'intensité complexe, et je suppose que les éléments entre crochets représentent une impédance complexe ZC, plutôt Z bar est égal à R plus R0 plus J L oméga moins 1 sur C oméga. Donc cette relation bien sûr se traduit par V0, et là je calcule le module, et donc le module ce n'est que R plus R0 au carré plus L moins plus LC moins 1 sur C oméga, le tout au carré, l'ensemble est en racine carrée. Donc fois I0, et là il est indiqué ça dans l'équation numéro 18. Donc avec I0 est égal à 1 est égal à Y fois V0, ou bien égal à V0 sur Z. Donc on sait que Y égale à 1 sur Z, c'est l'admittance. Et Z, ici, égale à R plus R0 au carré plus 1 plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et le tout, il est en racine carrée. Donc là, j'ai calculé l'impédance électrique du circuit. Maintenant, on va calculer le déphasage. Donc, comme le déphasage égale à l'argument de Z,
Et comme l'argument de Z est représenté par deux éléments, une partie réelle plus une partie imaginaire, ce n'est que le déphasage phi est égal à l'arc tangente de la partie réelle sur la partie imaginaire, plutôt la partie imaginaire sur la partie réelle. Et donc la partie imaginaire, ce n'est que L oméga moins 1 sur C oméga sur R plus R0. Et donc il n'y a pas au carré ici. Hein. Donc ici, il n'y a pas au carré. Je vais supprimer le carré. Et donc, le déphasage est donné dans l'équation numéro 19. Donc, la puissance électrique dans la résistance est définie par P égale à la tension I de T fois I de T est égal à R. Donc, voilà, c'est comme j'ai introduit la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Et donc, c'est pour cela, j'ai R fois I au carré. Donc la puissance électrique moyenne dissipée dans la résistance est définie par toujours une moyenne. P de R est égal à 1 sur T, l'intégrale, j'intègre bien sûr sur une période, et je peux remplacer facilement I de T par U de T est égal à R fois I. C'est pour cela je vais avoir que PR est égal à 1 demi R fois I 0 au carré. Si on fait le calcul, on va trouver facilement que PR est égal, et là c'est très simple, j'ai remplacé l'expression, dans l'expression 18, j'ai calculé, dans l'expression 18, j'ai calculé quoi? J'ai calculé I de I0 en fonction de V0 sur et l'impédance électrique. Donc voilà, c'est très simple, je vais avoir PR est égal à 1 demi fois V 0 au carré R sur R plus R0 au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga. Et je signale ici que oméga est égal à 2pi fois F. Et donc finalement, l'équation, donc voilà la puissance électrique dissipée dans la résistance est donnée par l'équation numéro 20. Et donc ensuite, on va passer à la dernière question de l'exercice numéro 1. Donc, à quelles conditions la puissance dissipée dans la résistance est maximale? Quand est-ce que cette puissance est maximale? Lorsque j'ai une résonance, c'est-à-dire que L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Cela veut dire que L C oméga au carré égale à 1. Je vais remplacer tout ça par 0 pour enfin trouver l'équation, la puissance, PR, la puissance dissipée dans la résistance, est égale à 1 demi R V0 au carré sur R plus R0, l'ensemble est carré, c'est ce qui est indiqué dans l'équation numéro 21. Et donc cette puissance, elle est maximale lorsque R égale à R0.